Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente Nassim Sebaby, donc je suis le responsable de l'unité de recherche de Builders École d'ingénieurs avec son laboratoire Builders Lab et mes collègues qui sont ici présents, Madame Rimchied, enseignant-chercheur qui travaille aussi au sein de cette école, et Béchara Haddad qui va présenter aussi une partie de ses travaux, c'est aussi un enseignant-chercheur au sein de Builders École d'ingénieurs. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de présenter notre école, Builders École d'ingénieurs. C'est une école en fait d'ingénieurs qui forme les ingénieurs en spécialité de BTP et de génie civil. Donc, c'est un établissement d'enseignement supérieur privé, donc reconnu par l'État. Donc, on est habilité à délivrer des diplômes d'ingénieurs avec l'accréditation de la CTI. Habilité par la commission de titre ingénieur et à ce jour on a deux campus. Donc on a un campus, on va dire un ancien campus à Caen avec autour de 600 700 élèves, et puis un deuxième campus qui vient d'ouvrir il y a 2 ans dans la région de Auvergne-Rhône-Alpes, donc plus précisément à Lyon. Pour développer notre formation d'ingénieurs et de recherche, bien sûr, au sein de la région de Auvergne-Rhône-Alpes. On est labellisé DDRS, donc nos sujets d'actualité ou nos sujets de recherche tournent autour de développement durable. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, donc tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire, donc voilà, donc tout ce qui tourne autour de l'environnement. Et puis voilà. Autour de nos formations, donc on délivre plutôt on donne des formations type bachelor, donc bac plus 5, bac plus 5 donc ingénieur, bac plus 6 avec un master spécialisé ou des masters spécialisés que je vais citer après, et puis on forme aussi des docteurs en fait avec un diplôme de doctorat, donc bac plus 8 dans des matériaux ou plutôt des spécialités que je vais citer juste après avec mes collègues. Dans la partie recherche, donc notre laboratoire, Builder Lab, en fait, il est axé sur deux thématiques phares du laboratoire. Donc les matériaux à faible impact environnemental et thermique et énergétique du bâtiment et des systèmes. Donc ces matériaux qui sont, plutôt les matériaux qui sont cités dans le premier axe vont être utilisés aussi sur l'aspect thermique et énergétique du bâtiment. Donc je vais donner quelques exemples aussi par la suite. Sur l'aspect master spécialisé, donc il y a 3 masters spécialisés. Donc on a un master spécialisé éco-matériaux, conception BIM, ouvrage maritime et portuaire, et puis un dernier master Smart Construction. Donc voilà, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle et puis aussi digital, donc bâtiment digital dans la construction. Et puis on finit par des workshops internationaux. Donc c'est quoi ce type de workshop? Donc ça c'est les échanges en fait, les échanges de nos élèves ingénieurs, que ce soit des entrants ou des sortants. Donc on a des élèves ingénieurs qui partent à l'international pour compléter leur formation avec d'autres, on va dire, d'autres partenaires internationaux. Et puis pareil dans l'autre sens, de l'international vers la France pour des échanges d'élèves et d'ingénieurs au sein de l'école. Alors, sans m'attarder, je vais entamer l'activité de recherche. Donc, nos compétences, ou plutôt nos activités d'activité de recherche, et autour de la valorisation. Donc, on est vraiment sur les compétences scientifiques et techniques à développer au sein de laboratoire avec des nouvelles connaissances qui sont derrière aussi transmises ces compétences à nos élèves, à des entreprises et à des communautés scientifiques. Donc les élèves, donc, au cours de leur formation, donc il y a une bonne partie en fait, des travaux de recherche au sein de laboratoire qui transmisent à nos élèves. Et puis on travaille beaucoup aussi avec des entreprises qui viennent nous voir pour développer une thématique, une problématique avec un axe recherche derrière. Donc que ce soit sous forme de prestations de services, prestations de recherche ou des partenariats dans le cadre des projets. Donc ça c'est pareil, donc il va y avoir en fait je vais vous présenter un petit panel de tous les projets qu'on a au sein de laboratoire. Au niveau de la communauté scientifique, donc les travaux de recherche qui sont développés au sein de laboratoire en fait donnent lieu à des publications, des communications, comme pareil aujourd'hui, ce qu'on fait, ce qu'on donne comme expertise, qui sont transmises aussi en ligne, voilà, au public, au public qui souhaite en fait voir un petit peu nos thématiques de travaux de recherche. Donc pour arriver à ce que je viens de dire, donc on a comme moyen technique, donc on a un laboratoire de recherche qui
qui regroupe 5 laboratoires. Donc on a des laboratoires sur la géotechnique, donc tout ce qui est sol et géotechnique tout simplement. On a un laboratoire sur la chimie. Donc la chimie, c'est vraiment très important dans le cadre de notre développement matériaux parce qu'on travaille beaucoup aussi sur des déchets que je vais citer après derrière. Une bonne partie de nos travaux sont liés à des déchets. Donc derrière, il y a un développement ou plutôt une compréhension sur la chimie des matériaux, par exemple. On a un laboratoire béton. Voilà, donc c'est le socle de notre laboratoire, ou plutôt de notre expertise scientifique au sein de notre laboratoire. Et puis on a aussi des champs climatiques. Donc les champs climatiques, on est vraiment sur des essais prototype 1. Donc on ne travaille pas que sur des matériaux, on va dire à des dimensions très très faibles, 1 litre ou 10 litres de matériaux, c'est-à-dire à petite échelle. On est vraiment sur des échelles vraiment très 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 grandes, échelle 1. Donc on peut tester des murs, comme on peut tester des dalles, des poutres, donc à grande échelle, pour voir un petit peu les travaux de recherche laboratoire dans le cas réel. Une fois on passe à l'industrialisation derrière. L'unité de recherche est composée d'un directeur de recherche, donc un responsable d'unité de recherche, un adjoint, un ingénieur R&D et un technicien. Et puis on a aussi des enseignants-chercheurs. Donc là, c'est présent avec moi les deux enseignants-chercheurs qui vont présenter une partie de leurs travaux. Donc 4 HDR. Donc les HDR, c'est les habilités à diriger de recherche qui peuvent diriger des thèses. Et aussi au sein de laboratoire, en fait, on a des thésards, des doctorants. Donc on est autour de 10 à 13 doctorants par an. Et voilà, donc en gros, en fait, on est autour de 20 à 25 doctorants qui passent, plutôt 25 permanents, pardon, de recherche qui sont dans le laboratoire de l'unité de recherche. Donc là, ce que vous voyez par exemple sur ce slide, donc une petite présentation des projets qui sont on va dire, développés au sein de laboratoire. Donc notre école, en fait, on développe des projets qui sont aidés entre guillemets par la région, donc le financement région Normandie, donc on vient de la Normandie, donc il y a beaucoup de projets qui sont financés par la région de Normandie. On a des projets nationaux, comme on a aussi des projets internationaux que vous voyez par exemple ici, donc comme le projet Circle qui va être présenté, par exemple des chaussées drainants à base de coproduits coquillés, donc il y a toute la partie broyage derrière qui est analysée, qui est étudiée dans le cadre de ce projet. On a des projets sur la construction en terre, par exemple. Donc remettre cette technique de construction à jour, parce que c'est une méthode ancestrale, et ça commence à revenir dans l'actualité de notre vie là, actuelle. Donc il y a toute une partie qui se développe sur la construction en terre. On a aussi les recyclages des granulats de démolition, par exemple, hein, tout ce qui vient de démolition des bâtiments, qui sont recyclés par derrière comme matériaux alternatifs à une fabrication de béton derrière. On travaille aussi sur, par exemple, l'infrastructure maritime. Donc, bien sûr, dans cette infrastructure maritime que je cite ici, par exemple, dans ce slide, les récifs artificiels qui sont utilisés pour accroître l'attractivité des espèces maritimes avec un matériau qui est respectueux à l'environnement. Donc, c'est un matériau type béton, on va dire faible impact environnemental, parce qu'il y a des ajouts type déchets qui sont utilisés dans cette fabrication. Donc pour cela, en fait, on a travaillé avec des entreprises comme TPC, Vinci. On a travaillé aussi avec des entreprises, par exemple comme Bouygues, par exemple, qui nous demandent en fait comment on arrive en fait à réaliser des récifs artificiels et à avoir derrière surtout un retour d'expérience sur ce type de récif ou sur ce type d'infrastructure maritime. Et puis après, il y a d'autres projets qui vont être présentés par mes collègues, comme par exemple les pavés drainants, donc pavés drainants pour les îlots de chaleur, par exemple. Hein. Donc on sait que depuis les 2 dernières années, la température, on va dire, des villes augmente. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces augmentations de température? Quelle action on peut mettre aussi pour baisser un petit peu la température de ressenti et éviter les problèmes liés par exemple aux canicules derrière. Donc ça, c'est mes collègues qui vont présenter une bonne partie de ces projets. Et moi, je vais vous présenter aussi quelques projets. Donc je vais commencer par exemple un retour d'expérience sur les projets éco-pavés drainants, comme le nom l'indique. Donc c'est un pavé drainant qui sert en fait
déjà à réduire les inondations, en fait, tout simplement. Réduire les inondations et aussi, on a un aspect aussi matériaux alternatifs parce que les pavés qui sont fabriqués dans ce cadre de ce projet, on a remplacé une bonne partie en fait de granulat naturel par exemple, hein, donc des ressources non renouvelables, par des coproduits coquillés qui sont mis en décharge carrément à hauteur on va dire de 50 à 60%. Donc je vais donner après plus de détails par rapport à ça. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on l'appelle un éco-pavé. C'est pas un pavé très standard, c'est un pavé qui représente des caractéristiques environnementales bien meilleures. Donc le contexte et les problématiques, c'est quoi? Donc rapidement par rapport à cette technique, pourquoi on est opté sur des pavés drainants. Le premier point, c'est la gestion de l'eau pluviale, donc réduire les inondations. Donc c'était cette problématique qui a été visée. Le deuxième point, c'est l'imperméabilisation qui est due à l'urbanisation, donc réduire les surfaces imperméables. Et le troisième point, la détérioration de la qualité d'eau. Donc derrière, on voulait en fait travailler sur un moyen qui permet en fait de gérer au mieux l'eau qui est drainée derrière et d'un côté, et puis après éviter les inondations derrière. Donc là, vraiment, j'insiste juste sur cette partie parce que moi, ce que je vais présenter, c'est sur la partie inondation. Donc voilà, la drainabilité de ces pavés. Et puis après, on vous présentera par la suite le même sujet, par contre avec un autre aspect qui est les îlots de chaleur. Donc ça sera après avec mon collègue Monsieur Béchara Haddad qui va présenter ça. Et le deuxième point majeur aussi par rapport à ce sujet, c'était la gestion des coproduits coquillers. Donc on a eu un retour en fait de la région de Normandie sur ce problématique. En Normandie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Normandie, on est, on va dire, le premier producteur de coquilles Saint-Jacques. Donc autour de 270 à 280 000 de tonnes de coquillages qui sont échoués en fait dans les plages. Donc la Normandie, les pêcheurs, les gestionnaires de ports, ils sont vraiment confrontés à cette problématique qui derrière, la question qui a été posée, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces coproduits? Est-ce qu'il y a un moyen de valoriser ces coproduits? Et c'est comme ça que le projet est né. Dans notre côté laboratoire. Derrière, c'est le développement de ce pavé drainant. Donc en fait, c'est un projet qui s'appelait VECOP, hein, donc c'est la valorisation des coproduits coquilles marins en éco-pavé drainant. Donc ce projet, il est financé par la région de Normandie et qui regroupe des partenaires que vous voyez dans ce slide. Donc on a un partenaire en fait qui s'occupe de la récupération, la collecte de ces coquillages. ACLP et Grandville-Mer, donc côté Normandie et Manche. Et on a un autre partenaire que vous voyez dans ce slide, c'est Veolia Propreté, où eux, en fait, ils se chargeaient en fait de on va dire, de pré-traitement et broyage, et broyage de ces coproduits coquillers. Parce que en fait, les coquilles, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les coquilles, ils sont retrouvés, on va dire, sans chair, bien sûr. Et notre objectif, c'est de les nettoyer. Il faut que ça soit, on va dire, assez propre avant de le mélanger dans la composition de béton. Troisième partenaire et quatrième partenaire, c'est l'Université de Caen et nous-mêmes, hein, que vous voyez ici. Donc ça, c'est une ancienne appellation. Donc on était ESCTC, on a changé de nom l'année dernière. Donc on était École d'ingénieurs supérieurs travaux de la construction. On est devenu Builders à partir d'octobre 2022. Rien n'a changé, hein, donc c'est juste le nom qui a changé. Et nous, on s'occupait en fait de la partie formulation et caractérisation de ces pavés, avec un cahier des charges qui est vraiment très 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 bien défini derrière, en collaboration avec une entreprise. Donc ce qu'on a essayé de faire, on a essayé en fait de travailler à l'échelle du laboratoire sur cette thématique, et puis à l'échelle aussi de l'industriel. Vous voyez ici, vous avez Point P qui en fait voulait en fait utiliser ce pavé pour le commercialiser par la suite. Et du coup, ils étaient avec nous sur ce partenariat, où Point P, leur mission principale, c'était la mise en œuvre industrielle de l'éco-pavé. Donc il y avait toute une phase industrialisation et d'optimisation derrière, bien sûr, parce qu'en fait, passer du laboratoire à l'in situ, c'est-à-dire en usine, c'est une étape qui est vraiment très, très, très on va dire primordiale et qu'il faut bien la maîtriser avant de lancer la production. Donc pour cette démarche, en fait, pour essayer de synthétiser, ou plutôt aller sans perte de temps par rapport au travail du laboratoire, on a travaillé avec l'entreprise Point P en fait, sur le cahier des charges, bien sûr. Donc, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils demandent par rapport à ce qu'ils veulent commercialiser. Donc, en question, l'éco-pavé. Donc, le processus de fabrication, comment ces pavés sont fabriqués
en usine, le mode de vibration, parce que le pavé il est vibré et compacté, les propriétés de ces pavés, les matériaux utilisés, parce qu'il faut partir aussi sur les mêmes matériaux. Derrière, la formulation optimisée, la caractérisation et la caractéristique, ou les caractéristiques hydrauliques derrière, avant bien sûr de commercialiser le produit. Donc, dans le laboratoire avec des doctorants, donc il y a un doctorant qui a travaillé, donc Nguyen, moi-même et puis mon directeur de recherche, sur cette thématique où on a pu en fait développer plusieurs formulations. Donc, les formulations de ces pavés, en fait, ils sont à base de 3 types de coquillages. Donc, vous avez les coquilles crépidules, les coquilles Saint-Jacques et les coquilles de pétoncle. Donc, on a opté sur ces 3 parce qu'en fait, c'est les coquilles qui existaient à cette date. En fait, c'était aux années 2012-2013, c'est-à-dire le lancement de ce projet. Que derrière, en fait, on a travaillé sur le mode de vibration, le pourcentage de vibration, de coquillage, pardon, et puis voir par la suite les performances de ces pavés. Donc, comme vous voyez, je vais donner juste un petit exemple. Si je prends par exemple l'histogramme rouge, où là, on est sur 20% de crépidule avec un béton témoin 1, 20, 40%, 60%. Donc, on a varié plusieurs dosages de coquillage pour avoir en fait l'optimum. À quel dosage on peut aller. Donc toute une partie de développement qui a été fait au laboratoire, que derrière, en fait, on a opté pour une formulation ou une optimisation, on va dire, performante. Donc on n'était pas obligé d'aller sur 3 ou 4 formulations. Une qui suffisait, en fait, pour l'entreprise, parce que l'entreprise va travailler sur une seule formulation, elle ne va pas partir sur plusieurs. Et derrière, comme vous voyez ici, là, par exemple, une fois qu'on a optimisé, donc l'entreprise nous dit comment moi je peux communiquer sur la durabilité du produit. C'est-à-dire, est-ce que le produit peut garder les mêmes performances 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc il y a un test qu'on appelle ça le test de colmatage, parce que c'est des pavés qui sont vraiment très poreux, voire un petit peu dans le temps. Est-ce que les porosités présentes dans le pavé vont être colmatées et derrière limiter on va dire le drainage de la qualité d'eau. Et là, ce que vous voyez, donc c'est des essais accélérés qui sont réalisés au laboratoire. Donc là, pareil, donc c'est un doctorant qui a suivi cet essai, où derrière, en fait, il peut estimer complètement combien de nettoyage il fait. Donc là, par exemple, ici, ce que vous voyez, donc on est sur 5 nettoyages, 6 nettoyages. Et ce qu'il faut savoir, un nettoyage correspond à 5 ans. 5 ans dans le cas réel. On ne fait pas les nettoyages tous les ans. On fait un nettoyage tous les 3-4 ans avec l'aspiration, enlever toutes les particules pour remettre le produit à neuf. Donc vous voyez bien, donc 5, 6 colmatages et le produit il est toujours performant. Donc ça donne une idée en fait sur la durée de vie, la durée de ce pavé en gardant les performances hydrauliques. Voilà. Donc autour de 25 ans derrière. Des essais aussi de gel-dégel parce que c'est des pavés qui sont poreux. Donc voilà, donc à combien ce pavé peut résister si on a des cycles gel-dégel. Donc pareil, donc on tourne autour de entre 50 et 153 cycles en fonction des formulations. Et derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des essais qui sont vraiment très sévères. Donc ça monte de 20 degrés jusqu'à moins 18 degrés sur une journée. Donc c'est des choses qui sont non réalisables. On ne peut pas avoir 20 degrés moins 18. Voilà, après, on ne sait pas avec les réchauffements climatiques dans le temps. Donc voilà. Donc si on considère qu'on a un seul cycle par an, donc si on prend les performances les plus basses, 49 cycles, donc ça veut dire, si on fait le calcul théorique, donc on est autour de 40 ans pour que on arrive à la durée de vie du pavé. Donc voilà, donc c'est vraiment très pertinent cet test pour la durabilité de ces produits. Derrière, la partie laboratoire est complétée, est finie. On est passé à la partie industrialisation. Donc des essais d'industrialisation qui ont été réalisés aussi en industrie de préfabrication qui est présente dans ce projet qui s'appelait POMP tout simplement. Donc il y avait pas mal de démonstrations pour optimiser la formulation pour arriver à une formulation optimale industrielle. Donc voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que le passage
le passage de laboratoire à l'industrie, c'est vraiment une étape très très importante et qui nécessite du réglage sur la formulation, sur le process, voilà, sur la quantité, les quantités à mettre en place et ainsi de suite. Donc ce projet a donné lieu à des brevets, donc c'est plutôt un brevet. Un brevet Builders, hein, tout simplement, on va dire, on donne la licence. Donc il y a une licence qui est livrée à une entreprise pour essayer de développer ce produit. Voilà. Toujours dans la continuité de ce projet, on est passé à un autre projet un peu plus, on va dire, d'envergure. Donc là, en fait, on est vraiment sur un projet in situ. Donc il n'y a pas de laboratoire sur ce projet. Donc là, en fait, c'est des pavés qui ont été en fait positionnés, comme vous le voyez dans cette présentation ici. Donc je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc ça, c'est des parkings où on a réalisé en fait des pavés drainants sur ces parkings avec ce que je viens de présenter. Donc c'est un éco-pavé à base de coproduits coquilles à hauteur de 40%, 50% en coquillage, donc en substitution au granulat naturel. Donc il y a une préservation de 50% en granulat naturel. Et derrière, l'objectif c'est de suivre en fait le drainage, suivre le pavé, comment il va se comporter quand il y a une forte pluie. Est-ce que le pavé va tenir, il va pouvoir en fait drainer une quantité importante de cette pluie qui tombe. Et puis derrière, voir aussi la durabilité dans le temps, bien sûr. Est-ce que ce pavé tient aussi dans le temps? Donc, à titre d'information, c'est un pavé qui a été positionné en 2016. Et à ce jour, il fonctionne complètement. Donc, on l'instrumente et on regarde un petit peu dans le temps comment le pavé va se comporter. Donc pour cela, ce que vous voyez par exemple, donc ça c'est la méthode de réalisation qui a été faite. Donc il y avait en fait une petite réservation que vous voyez ici qui va permettre en fait de déterminer tout simplement le drainage de cette eau et puis derrière analyser de cette eau. Donc ça représente ce que je viens de dire tout à l'heure. Et en plus de ça, je l'ai mis sur le même slide. Donc ça représente aussi un autre projet qu'on a aussi développé, c'est le projet Circle. C'est un projet qui ressemble au pavé drainant VCOP, ici est présent, mais la seule différence c'est que c'est une application qui est faite en coulée en place, comparé à ce que j'ai présenté tout à l'heure. Donc ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est un pavé préfabriqué, donc qui est fabriqué en usine. Et ce projet Circle que vous voyez par exemple ici, c'est un coulé en place, donc ça ne se fait pas en usine, ça se fait directement sur chantier. Et ça a les mêmes objectifs, donc l'aspect drainage, voilà, drainage de l'eau, remplacement aussi des coquilles, plutôt des granulats naturels par des coquilles, et puis après suivi aussi dans le temps cet aspect de drainage. Donc voilà un petit peu, mais après n'hésitez pas si vous avez des questions juste après. Je vais passer la parole à mon collègue M. Bichara qui va présenter la continuité de ce projet, mais bon, avec un autre axe qui est les îlots de chaleur. Donc, je vais vous présenter le projet Fresh Eco Paver. Donc, c'est toujours à la base de ces pavés coquillés, mais cette fois-ci, on va voir comment ces pavés-là, avec des grandes capacités de drainage, peuvent lutter contre les îlots de chaleur urbains. Donc, on a mis comme hypothèse qu'ils ont une excellente capacité de capillarité et on a étudié l'interaction entre les pavés et les îlots de chaleur urbains. Au début, il faut comprendre c'est quoi le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Si on visualise cette cartographie, on peut voir qu'il y a une variation de température marquée en une coloration rouge au milieu de cette cartographie et qui représente un îlot, d'où la nomination îlot de chaleur urbain. Si on veut une définition plus concrète, ça représente la différence de température entre le centre de la ville et les zones rurales et préurbaines. Cet écart de température peut être entre 2 et 12 degrés Celsius et ça dépend de la géographie, de la taille et de la volume de la ville. Donc ces 3 points en gros, ils peuvent définir le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Quelles sont les conséquences majeures du phénomène d'îlot de chaleur urbain? On a une grande conséquence sur l'énergie et l'infrastructure. Donc on a une grande consommation d'énergie pour la climatisation. Sur l'environnement et la biodiversité, ça peut perturber le cycle environnemental
causer les déforestations. Et bien sûr, elle a des effets néfastes sur la santé et le confort humain. Ici, on peut passer à des événements plus extrêmes et ça peut causer la mort, comme en 2003 en Europe, les îlots de chaleur urbains étaient la cause de la mort de 35 000 personnes. Si on passe aux principaux facteurs qui contribuent au phénomène d'îlots de chaleur urbain, on peut commencer par la dynamique démographique. Donc, en gros, 55% de la population cohabite 3% de la surface de la Terre. Et ce pourcentage, il va augmenter à 68% en 2050. En Europe, on a un pourcentage de 73% qui peut passer à 82% en 2020. D'autres facteurs qui peuvent contribuer à les îlots de chaleur urbains sont les innovations technologiques et l'impact humain. Plus précisément, tous les matériaux, toutes les technologies, les moyens de transport qu'on utilise pour répondre à ces besoins, que ce soit l'énergie, les moyens de transport, la production. Et plus précisément, notre point clé, ce sont les matériaux de construction et pour être plus précis, les revêtements de sol et les pavés coquillés à base de coquillages. Donc, comment on va utiliser ces pavés coquillés avec les grandes capacités de drainage et de rétention pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. Pour ce but, au sein du projet Fresh EcoPaver, on avait 2 sites pilotes, un localisé sur Caen avec une surface de 170 mètres carrés et un autre site pilote, c'était à Alençon, donc toujours dans la région Normandie, avec une surface de 144 mètres carrés. Ces 2 sites, où on a placé les pavés drainants coquillés avec les coquillages, ils étaient instrumentés afin de voir si vraiment on est en train de lutter contre les îlots de chaleur urbains. Donc on avait placé ici ça représente les points de mesure, on a que ce soit les points de mesure de température et d'humidité, sur les surfaces des pavés, dans les sous-couches, sur une dalle de béton, afin de savoir la différence de température entre les surfaces où on a mis les pavés drainants et un témoin, une dalle de béton imperméable. Ici, ça représente une centrale d'acquisition, une cage, une station météorologique, une dalle de béton et des surfaces pavées, et les différents points de mesure, que ce soit sur la surface ou bien dans les sous-couches. Ici, on a des photos sur chantier. Ici, ça représente les capteurs qu'on les a intégrés dans les sous-couches, les capteurs de surface sur les dalles de béton, ainsi que les capteurs de surface sur les pavés coquillés. Une centrale d'acquisition intelligente qui nous envoie en direct les datas collectées sur chantier, ainsi qu'une la cage de protection de la station météorologique qui contient encore des sondes de température, d'humidité et qui mesure encore la vitesse de l'air et la vitesse du vent. Elle nous donne tous les détails, toutes les températures à 2 mètres. Donc ce sont les conditions climatiques ressenties. On a une collecte de données sur Caen et Alençon. Ce qui est intéressant pour nous, c'est la saison chaude, donc juin, juillet, août. Et je vais vous présenter un bref de data collectées sur Caen pour la saison d'été. Ça, on a une semaine. On a en rouge la température de l'air ressentie, donc à 2 mètres. En vert, on a l'humidité relative. On a sur une semaine. En bleu, on a la température des pavés et en jaune, on a la température du béton. On peut voir toujours que la température du pavé, elle est au-dessous de la température du béton. Donc, on a toujours une différence, un écart de température. Et on a une partie où on avait des précipitations. Donc, même avec la présence de précipitations, il y avait cet écart de température entre la température du béton et du pavé. Donc, pour plus visualiser cette différence, on peut passer à ce diagramme-là, où on a en bâton la différence de température entre le pavé et la dalle de béton. Donc, durant la partie jour, on est arrivé à un écart de 6 degrés Celsius sur la surface. Et durant la partie où il y avait les précipitations, on est passé à 4 degrés. Et durant la partie nuit, on est passé à 2 degrés. Donc, ces pavés drainants ont prouvé leur efficacité, que ce soit pour les parties où il y a les précipitations ou sans précipitation. Il y a toujours un écart de température entre ces surfaces pavées et les dalles imperméables. De plus, on a développé un modèle dans le laboratoire. Ce modèle-là, on a utilisé toutes les données qu'on avait déjà recueillies, que ce soit sur Caen ou sur Alençon, pour créer ce modèle, se baser sur l'algorithme Random Forest pour prédire la température de surface des pavés drainants à base de coquillages. Donc, comme input, on peut mettre peu n'importe quelle température ou humidité, et en output, on aura la température de ces pavés drainants. Le modèle, on a utilisé 70% des données pour l'entraînement, 30% pour le test. On a un modèle efficace à peu près à 86%.
On a utilisé ce modèle pour simuler en gros plusieurs conditions climatiques, que ce soit désertique. Donc dans les conditions climatiques désertiques, on peut voir que la température de l'air durant la partie jour, elle est entre 30 et 40 degrés Celsius. Et pour la partie pic de la journée, donc à midi, la température peut passer à 55 degrés. Une humidité relative toujours inférieure à 30 et peut arriver à presque 5%. Ici, on peut prédire la température de pavés. Donc on peut simuler le comportement de ces pavés coquillés dans des conditions climatiques désertiques. Ainsi qu'on a vu donc dans des conditions climatiques désertiques secs, dans des conditions secs. Ainsi, on a passé dans des conditions climatiques tropicales où on a la chaleur, on peut arriver en rouge. Ici, on a la température de l'air qui peut arriver à 50 degrés Celsius, mais cette fois-ci, on a des humidités relatives qui passent à 80 à 85%. Encore, on a pu prédire la température des pavés coquillés dans ces conditions-là grâce à cette modélisation. Ainsi qu'on a pu encore, dans des conditions climatiques méditerranéennes, on a pu alterner entre l'humidité et la sécheresse, entre une température presque modérée. Ces trois simulations nous ont donné un aperçu sur la température du pavé drainant et après on a pu faire une conception d'une chambre climatique qui peut contrôler la température de nos pavés. Donc grâce à ces modèles-là, on a une source de chaleur infrarouge, une source d'humidité, un contrôleur de température, d'humidité et de la lumière. Donc on peut simuler, grâce à ces modèles-là, les conditions climatiques en mettant en témoin notre pavé coquillé qui va nous aider à contrôler, à assimiler les températures. Et de l'autre côté, on a pu mettre les différents matériaux afin de simuler leur température. Donc on peut maintenant, dans n'importe quel climat, par exemple un climat désertique, mettre les pavés drainants coquillés, prévoir leur température et les comparer avec n'importe quel autre matériau de revêtement de sol, avec les mêmes conditions qu'on avait déjà mis dans un projet en réalité. Donc ça, c'est en gros les résultats qu'on peut les mettre sur le projet Fresh EcoPaver. Il y a une grande partie qui reste dans la confidentialité, qui est dans la confidentialité de la formulation. Et c'est tout pour le projet Fresh EcoPaver. Donc je laisse la parole à Rim. Donc je continue avec un autre projet qui s'appelle Valnet. Donc c'est un projet en fait qui tourne autour des engins de pêche. Donc les engins de pêche ici, c'est les filets de pêche en question. Donc c'est les filets de pêche qui sont mis en décharge. Donc on a monté un projet dans le cadre d'un appel à projet. On appelle ça les CPUR Vallée de Seine, donc entre la Normandie et Île-de-France, pour traiter ce type de déchets en fait, qui est actuellement mis en décharge. Donc ce projet regroupe 5 partenaires. Donc on a une entreprise, plutôt une association, Akimer en fait, qui nous aide à la récolte, sur la récolte et le gisement de ces filets de pêche. On a la coopération maritime, on a nous-mêmes, école d'ingénieurs dans le BTP, et SMEL, pareil, SMEL et coopération maritime, ils ont la même mission. C'est travailler sur les engins de pêche. Travailler sur les engins de pêche, que ce soit sur des produits en fin de vie ou produits neufs. Donc avoir des renseignements par rapport à tout ça. Et puis voilà. Et on finit avec le partenaire l'EMN, donc l'école de management de Normandie, avec une mission d'une étude en fait économique économique tout simplement et scientifique derrière, qui permettent en fait à estimer le budget et plutôt la gestion de filière à la fin du projet. Donc voilà. Donc l'objectif en fait regroupe en fait des enjeux scientifiques côté BTP et des enjeux scientifiques côté environnemental. Sur le côté BTP, surtout la réduction des émissions de CO2 des matériaux de construction traditionnels. Donc avec ce projet en fait, nous réduisons les matières premières qui sont ici les trilles soudées, parce que je n'ai pas parlé de l'application. L'application en question, c'est les chapes, où on va essayer en fait de remplacer les armatures en acier par ces filets de pêche qui sont derrière broyés, comme vous le voyez dans cette photo ici. Donc vous avez les filets de pêche dans le béton. On a aussi la réduction de CO2. Donc la réduction de CO2, c'est côté Lyon, ciment par exemple. Donc développer un composite avec un ciment à bas carbone. Le côté environnemental et filière de pêche, c'est l'interdiction du rejet de mer
On a aussi les recommandations de REP, donc le recyclage et l'éco-conception des engins de pêche, avec la directive européenne 001-2025 qui incite à valoriser, à trouver une voie de valorisation par rapport à ce type de déchets. La loi AGEC qui permet, anti-gaspillage, qui permet à travailler sur une feuille de route pour l'économie circulaire et la réduction de l'élimination des déchets de valorisation. Donc voilà, donc c'est un contexte en fait qui colle vraiment à ce type de projet qui permettent en fait de trouver une voie de valorisation par rapport à ces engins de pêche. Alors les engins de pêche ici en question, c'est les alaises et les chaluts de drague par exemple. Comme vous le voyez ici, on a les cordages et aussi on a les nappes de filets de fin. Donc derrière en fait on a ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ce type de déchets qui sont mis en décharge, qui sont actuellement enfouis, mais ça va se réduire, hein, ce type de valorisation. Donc derrière, nous, on souhaitait en fait valoriser avec une valorisation matière. Et cette valorisation matière, en fait, elle consiste en fait à broyer ces filets de pêche en microfibres, voilà, microfibres ou macrofibres, avant de les introduire dans le béton pour un objectif d'augmenter bien sûr la résistance à la traction. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, donc on remplace les treillis soudés ou les armatures dans le béton par ce type de fibre. Donc il y a tout un travail de valorisation qui est réalisé au laboratoire sur les moyens de broyage, parce que c'est un moyen qui est inconnu actuellement. Et donc on a une personne qui travaille sur ce projet, donc c'est un postdoctorant, Ali Hussein, en fait, qui développe en fait le moyen de broyage, parce que ce que vous voyez ici c'est simple, hein, donc on voit bien sûr les filets qui sont découpés et puis après broyés, mais derrière il y a toute une étape de développement de ce broyage qui a permis en fait à ces résultats. Donc on avait nous une machine au sein de laboratoire qui sert au broyage de ces filets de pêche, et puis derrière cette personne en fait c'est un ingénieur, hein, qui travaille chez nous et qui a développé en fait le moyen de broyer facilement. Donc il a, on va dire, travaillé sur les lames, il a travaillé sur on appelle ça les grillages, parce que ces broyeurs, en fait, ils possèdent des grillages pour limiter un petit peu et pour bien cibler ce qu'on veut. Si on veut des longueurs de 1 cm, 2 cm et ainsi de suite. Donc tout un travail d'optimisation de ce broyeur pour arriver derrière à ces résultats que vous voyez ici. Donc en fait ces filets de pêche ont été broyés, donc nous dans notre travail on a classé ces fibres sur plusieurs longueurs que vous voyez, 2 mm, 4 mm jusqu'à 20 mm, et puis derrière l'objectif c'est de voir aussi la distribution de ces fibres, parce que nous quand on communique ça à un fabricant de béton, le fabricant de béton il veut savoir en fait quelles sont les longueurs exactes avant de les mettre dans le béton, parce que chaque longueur a ses propriétés mécaniques. Si vous êtes sur des micros, vous êtes sur la résistance à la traction, et si vous êtes sur des macrofibres, c'est-à-dire autour de 2 cm, 3 cm, vous êtes sur en fait la ductilité, on appelle ça la ductilité ou la ténacité de produit. Donc il y avait un travail de traitement d'image qui a été réalisé pour aboutir à ces courbes. Donc les fibres ont été, entre guillemets, je vais caricaturer, comptées un par un, et puis après compter le pourcentage de ces fibres. Donc je rigole, non, c'est pas ça, c'est un traitement d'image. Donc il y a des photos, il y a toute une démonstration derrière pour aboutir à cette démonstration. Donc pareil, donc on a essayé aussi de faire le lien avec l'industrie, parce que l'industriel, en fait, il va nous demander, par exemple, donc ce que vous voyez dans ce tableau, vous avez aussi, ça c'est les grilles ou les grillages, on va dire, pour cibler la longueur des fibres. Et puis après, ce que vous voyez en dernier, c'est son tamisage ou son grille. Donc avec l'industriel, il va nous dire combien ça va me prendre du temps si je broie, combien en énergie je vais consommer, et ainsi de suite. Et est-ce que les résultats sont bons? Donc derrière, c'est ce qu'on a fait. Et ce que vous remarquez bien, par exemple, sur ce tableau, on a mesuré la consommation électrique, le temps pris pour broyer 1 kg, et la moyenne. Donc là, ce qu'on obtient, c'est que le broyage son tamisage, son grillage, c'est le meilleur, parce que la consommation électrique, elle est faible, donc énergétiquement parlant, c'est bien. Le temps aussi, il est bas. Donc voilà, donc, il possède en fait cet axe, en fait, il possède toutes les propriétés importantes pour développer ce type de broyage.
Derrière la suite de ces travaux, on a fait un travail d'optimisation. Donc, travail d'optimisation, c'est de voir un petit peu chaque taille des fibres, qu'est-ce que ça peut donner comme performance. Et ce que vous voyez ici, par exemple, les fibres sans tamisage possèdent des résistances qui sont presque équivalentes, par exemple, à une longueur de fibre de 2 cm. Donc, cela veut dire que voilà, les fibres obtenues avec son tamisage peut donner des performances meilleures, que ce soit technique et que ce soit aussi énergétiquement parlant, parce que la consommation électrique et le temps de broyage, il est vraiment très, très bas et très court. Donc voilà, donc c'est tout un développement qui, en fait, qui intéresse les industriels avant de commencer à discuter sur cette technique, parce que ce que je disais pas, je n'ai pas dit au début, donc c'est un projet qui est vraiment au sein de laboratoire. Donc là, on est sur la partie développement et derrière, on va proposer à l'industriel cette solution. Donc il faut qu'on vienne avec des billes, entre guillemets, pour essayer de vendre, entre guillemets, cette solution technique. Et maintenant, je passe la parole à Madame Chehed, ma collègue. Merci. On enchaîne avec une petite présentation sur le projet émergent GCCOM, qui n'a pas encore démarré, qui démarre la semaine prochaine, mais qui matche très bien la thématique d'aujourd'hui. Donc, c'est un projet qui porte sur l'étude de faisabilité sur l'incorporation des matériaux composites provenant des bateaux de plaisance dans des applications génie civil, donc GCCOM. L'objectif principal de ce projet, pour une première étape, c'est d'optimiser et caractériser le béton à base de fibres ou poudre, ou les deux, issus du broyage des matériaux composites via une approche expérimentale. Quelques éléments clés du projet. Donc, c'est un projet avec un coût total de 147 000 €, financé par la région Normandie pour une durée effectivement d'1 an, où on a recruté un postdoc qui démarre la semaine prochaine à Builders École d'ingénieurs à Caen, Builders Lab. La solution principale de ce projet, c'est qu'on souhaite développer dans le cadre de ce projet un matériau, un béton à base de fibres ou poudre recyclée, des matériaux composites, qui répond effectivement aux objectifs des essais réalisés mécaniques, physiques, en génie civil, et pour qu'on puisse de plus substituer partiellement des armatures qui sont costauds en CO2 par des fibres et des poudres issues du broyage des matériaux composites thermodurcissables. Donc, quelques contextes. Donc, sur la fabrication des bateaux, la France, c'est le premier constructeur de bateaux de plaisance en Europe et le second au niveau mondial. On dénombre environ 1 million de bateaux de plaisance immatriculés en eau maritime en 2020, sachant que la phase ou la durée de vie de ces bateaux de plaisance, c'est en moyenne 35 ans, pratiqués pour les loisirs. Et arrivant à la fin de vie de ces bateaux, donc en fait, où il y a les bateaux abandonnés, ou la destruction totale de ces bateaux. D'où en fait, c'est un pacte, ou d'où l'enjeu effectivement environnemental. Donc, pour le premier cas avec les bateaux abandonnés, c'est un spectacle courant et des problèmes sur toutes les plages, ports, etc. Donc, ça peut impacter esthétiquement et obstructif le paysage. La mauvaise gestion des déchets, notamment avec les produits chimiques, les métaux, la mercure, l'hydrocarbure, etc., ça peut polluer aussi l'eau et l'air, et d'où en fait ça peut influencer sur la sécurité et la santé des personnes. C'est une très mauvaise idée de laisser les bateaux abandonnés sur les ports comme ça. La deuxième étape, ou le deuxième cas, c'est la déconstruction. Et d'où en fait, il y en a plusieurs filières qui ont été lancées, où ils ont l'initiative en France pour la déconstruction des bateaux de plaisance, notamment pour avoir des matériaux pris en charge. Donc quand on fait la déconstruction, il y a les métaux qui sont complètement recyclés, il n'y a pas de problème. Le bois qui trouve sa voie de valorisation et réutilisation, en ce moment surtout, et les matériaux composites qui sont les plus compliqués à être recyclés et qu'on ne trouve pas vraiment de solution de pur recyclage encore pour ces matériaux composites. Donc il y a juste une faible quantité qui est pour le moment valorisée et le reste, c'est des déchets. Donc on tire pour ce projet la problématique qu'en fait, il y aura des accumulations de déchets dans l'environnement, vu que les matériaux composites sont énormément utilisés dans le monde ou dans plusieurs secteurs industriels, et d'où en fait, il y a une difficulté d'éliminer ces déchets concernant ces matériaux composites thermodurcissables.
avec ce projet-là, on va proposer des solutions, notamment le recyclage, traitement et la valorisation. Et ça va donner des avantages concernant la réduction des déchets composites et donc la réduction de l'impact environnemental. On va essayer de dynamiser aussi des filières de recyclage, notamment, on commence par le secteur nautique, mais on peut aussi aller un peu plus loin avec l'éolien, l'automobile, etc. On essaye aussi d'être innovant avec la technologie, avec d'autres applications et d'autres méthodes, notamment en utilisant ce matériau développé. Et ce qu'on essaye surtout avec ce projet, de développer la méthode de développement écologique, économique et durable pour gérer les déchets composites. La première étape, c'est la collecte de ces matériaux composites provenant des bateaux de plaisance, d'où on a nos prestataires Short Team et APER, qui est l'association Plaisance éco-responsable. On aura nos échantillons. On commence à un broyage mécanique pour réduire notamment la taille et le volume, en faisant des fibres courtes, longues et des poudres. À réutiliser ces échantillons en commençant à formuler du béton. Déjà, il faut trouver la recette et la teneur optimale de chaque constituant, poudre, fibres, etc. Et on commence à réaliser nos essais mécaniques, physiques, durabilité en génie civil. Et l'idée, c'est la réutilisation de ce matériau pour une valorisation mécanique. On verra si on peut aller plus loin énergétiquement et thermique, notamment pour des applications des dalles ou par exemple des murs de réforme. Et pour le faire, un planning sur l'année, vu que je viens de dire c'est un projet sur 1 an, c'est un postdoc qui va démarrer la semaine prochaine. Donc l'objectif, c'est vraiment d'optimiser la formulation à faible impact environnemental de ce béton à base de fibres et poudre, en trouvant notamment la teneur optimale en fibres et en poudre et en fixant un liant à bas carbone. On va commencer à caractériser ce béton-là à l'état durci et frais, en faisant plusieurs essais physiques, mécaniques, durabilité, etc. On va essayer aussi d'étudier cette adhérence de la matrice avec les fibres, l'orientation des fibres dans nos échantillons et l'étude de l'arrachement des fibres, notamment dans nos échantillons. On ne manque pas de vous présenter plus des résultats l'année prochaine, puisqu'en fait, c'est un projet qui va démarrer la semaine prochaine. Je continue avec l'autre projet, avec mon collègue Nassim. Merci, Rim. Donc, je vais finir cette présentation avec un dernier projet, toujours en lien avec les matériaux à faible impact environnemental. C'est le projet Les Barreaux. Donc, c'est les liants bas carbone. Donc, c'est les liants cimentaires qui sont utilisés dans le béton, tout simplement, pour une infrastructure routière. Donc là, on est vraiment sur les ouvrages, hein, tout simplement, les routes et tout ça. Donc en fait, c'est un projet qui regroupe 3 contextes. Donc le premier, ce que je disais tout à l'heure sur le projet VCOP, les pavés drainants. Donc c'est toujours avec l'utilisation de ces coquillages, les coquillages qui sont broyés, qui sont utilisés dans la formulation, dans la composition de nos lions. Donc on est une première région, ce que je disais, et on est autour de 270 000 tonnes par an de coquillages qui sont déchus dans la côte, hein, dans la côte normande, et qu'on ne trouve pas de valorisation à ce jour, à part le pavé drainant. On a un deuxième contexte et problématique, c'est une absence de filière de récupération. Donc ce projet normande, une filière de récupération normande, parce qu'il y a aussi une autre filière qui se monte dans le nord et dans le sud. À l'échelle de Normandie, on n'a pas encore cette filière qui permet en fait de récolter, nettoyer et broyer ces coquillages, qui va être développé au sein de ce projet que je vais citer juste après. Et un troisième point qui est vraiment très, très important, c'est le calcaire en fait, présent dans le coquillage, qui est vraiment très, très intéressant sur l'aspect chimique des liants cimentaires, qui vont être utilisés dans le cadre de ce projet pour développer ce liant bas carbone. Donc l'objectif technique et environnemental, c'est toujours sur les mêmes projets que j'ai présentés, on a présenté avec mes collègues tout à l'heure. Donc on est vraiment sur la préservation des ressources naturelles, par le remplacement par exemple de ces coproduits coquillés, ou plutôt les granulats recyclés par ces coproduits coquillés, donc avec des gisements qui sont fortement réduites. Donc on pourra en fait déjà consommer une bonne partie avec ces coproduits coquillés. Deuxième point, c'est la réduction de CO2, tout simplement, parce que les liants cimentaires, c'est le liant qui émet plus de CO2
pour le BTP tout simplement. Donc il y a des forts travaux derrière sur le développement des nouveaux lions qui permettent en fait une réduction de ce CO2 qui est dégagé lors de la fabrication de ciment, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le ciment, en fait, pour la fabrication de ciment, il faut calciner de l'argile, hein, donc tout simplement, à une température qui tourne autour de 1400-1500 kg plutôt degrés avant d'obtenir le clinker derrière. Donc voilà, donc c'est le plus émetteur pour la fabrication de ciment. L'objectif socio-économique, ce que je disais tout à l'heure, donc on va essayer avec ce type de projet en fait de créer une filière normande qui permette en fait récupérer et procéder au broyage, et puis derrière disponibilité de ce gisement pour une entreprise qui souhaite développer un lion bas carbone. Donc ça fait une bonne transition. Donc ce projet en fait est composé de 3 partenaires. Donc on a nous-mêmes, Builders École d'ingénieurs avec son laboratoire Builders Lab, et on a Eiffage Route en Normandie, donc c'est une entreprise Eiffage, avec une Eiffage Infrastructure en Île-de-France. Donc en fait c'est un projet, comme j'ai présenté celui de tout à l'heure, c'est le même, CPUR, hein, donc il regroupe en fait des partenaires normands et partenaires parisiens en Île-de-France, sur la vallée de Seine, et développer une thématique novatrice par rapport aux matériaux. Donc voilà, donc l'objectif il est synthétisé sur ce planning. Alors sans rentrer dans les détails, donc le planning en fait il est scindé en 4 parties. On a une partie technique, hein, je vous parle de technique, de disponibilité de ces ressources, et pour bien sûr derrière gestion de la filière. On a la partie T2, c'est-à-dire la technique 2, c'est le développement du lion. T3, c'est l'échantillonnage et prototypage. Donc il y a le mot prototypage parce que là on rentre vraiment sur l'échelle 1. Donc il y a une bonne partie qui se fait au laboratoire sur le développement de ce lion à base de coproduits coquillés. Et puis derrière, on va aller chez l'entreprise Eiffage, Route et Eiffage Infrastructure, pour appliquer ce développement. Et à la fin, bien sûr, donc on parle bien sûr de l'économie circulaire, des matériaux à faible impact environnemental. Donc il y a une analyse cycle de vie qui va être réalisée pour donner un pourcentage sur la réduction de CO2 en utilisant ce type de matériaux. Donc c'est un projet sur 24 mois, et normalement le projet, plutôt la phase prototypage, elle commence en 2024, l'année prochaine, par rapport à ce travail. Et je finis ma présentation, toutes nos présentations de cet après-midi, avec un grand remerciement pour cet après-midi. Voilà.